Femme, 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 femme. C'est rigolo parce que chaque fois pendant le générique, j'ai envie de rigoler. Donc et mes invités aussi s'amusent. En tout cas, bonsoir, bonjour, bienvenue sur le plateau de Femmes, le seul magazine qui revendique de ne donner la parole qu'aux femmes. Mais on parle de tous les sujets, on parle de culture, on parle d'économie, on parle de politique et on rigole aussi, et les invités rigolent déjà. Aujourd'hui, on va parler d'éducation, on va parler de politique, on va parler de livres. Nos deux invités ont écrit, écrivent encore. On va parler de la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, parce qu'on est en campagne électorale. Et puis après, il est toujours bon, après les élections, de continuer à parler de politique. En tout cas, vous êtes sur Zitata, restez avec nous. Voilà, oui, le générique est rythmé, c'est du tambour, et puis voilà, on parle des femmes. Avec moi sur le plateau aujourd'hui, Renée-Laure Zou, qui est éditrice, mais je n'en dis pas plus parce qu'on va lui demander de se présenter tout à l'heure. Et il y a aussi Ottilia Ferreira. Bonsoir. Bonsoir. Alors, mesdames, présentez-vous. Bonsoir. Présentez-vous. Alors, Ottilia, peut-être. Alors, parce que vous avez fait tellement de choses. Alors, moi, j'aime bien que mes invités se présentent parce que la façon dont on se présente dit déjà qui on est, quoi. Donc, on commencerait par quoi? Parce que vous avez fait plein de choses aussi. Oui, mais on va commencer par ce qui est le plus facile d'accès. C'est-à-dire, professionnellement, je suis gynécologue obstétricienne. Et je tiens énormément à l'obstétricienne parce que souvent... C'est quoi d'ailleurs l'obstétricienne? La maternité, les naissances. Donc, parce que c'est important, ça apporte des choses. Parce que les gynécos, maintenant, on les voit comme des chirurgiens. Donc, c'est pas uniquement ça. Je suis obstétricienne et je le revendique. À côté de ça, je suis très engagée et depuis longtemps dans la vie associative sur deux thématiques, les femmes, parce que je suis féministe et ça je le revendique. C'est un petit peu, je fais de la provoque, c'est un peu tarte à la crème. Toutes les femmes sont féministes, Renée-Laure, non? Peut-être, mais... Pas sûr. Pas sûr, on va en parler dans quelques instants. Peut-être. Alors, donc féministe. Je pense que je suis en droit de le dire et je trouve que c'est bien que les femmes le disent, hein, parce qu'elles ont été tellement souvent empêchées de le dire et c'était difficile à dire. Parce que je suis engagée dans l'association, je suis membre de l'Assemblée des femmes, que vous connaissez, hein, puisque c'est une association féministe mise en place par Yvette Roudy, à l'époque où elle était ministre des droits des femmes. Et puis pour la cause des enfants, je suis très engagée dans la lutte contre l'inceste et la pédophilie. Donc ça, c'est mes engagements associatifs. Est venue plus tardivement la politique. Je suis membre du MoDem encarté, c'était ma première carte. J'aime pas ça, d'être encarté. Donc j'ai mis longtemps avant de céder à ça. Et donc je suis membre du MoDem depuis sa création, depuis 2007. Je pourrais vous en dire davantage. On va en dire plus tout à l'heure. Et puis à côté de ça, très rapidement, et puis peut-être le quatrième pilier, c'est que j'écris parce que j'aime ça. Et accessoirement, vous êtes sur la liste Renaissance. Et accessoirement, sur le versant politique, je suis... Ici, mais aussi ailleurs d'ailleurs. Mais on va en parler tout à l'heure. Renée-Laure Zou, donc on se connaît parce qu'on est membre d'un collectif d'auteurs. Donc vous êtes auteur. Je suis auteur, illustratrice aussi. Et puis éditrice également depuis 3 ans. J'ai antérieurement, dans ma première vie professionnelle, j'ai été enseignante. Dans le premier degré essentiellement, mais ça ne m'a pas empêché de faire quelques incursions à l'université au moment où j'ai repris en fait mes études. Quelques temps après avoir repris mes études universitaires, j'ai assuré des charges de cours en sciences de l'éducation, en philosophie et en sociologie de l'éducation. Voilà, puisque moi j'avais entrepris un cursus où j'avais entamé, j'ai entamé mon doctorat. Et puis, j'ai été rattrapée par, on va dire, le faire, la vie vraiment active, parce qu'il fallait, on va dire, gagner sa vie, parce que j'étais en dispo de mon boulot d'enseignante, et donc j'ai été happée par le monde de l'édition, ce qui fait que j'ai représenté aux Antilles-Guyane une grosse maison d'édition nationale, Hachette Éducation, je fais ça pendant une dizaine d'années. Et puis, quand j'ai commencé à en avoir marre de porter des cartons pour Hachette, je me suis dit, peut-être porter des cartons pour René Lazo. Et donc voilà, j'ai lancé les éditions du Sucrier. En tout cas, vous incarnez, mais comme toutes les femmes qui viennent sur ce plateau-là,
l'idée que les femmes ont vraiment plusieurs cerveaux, quoi. On fait ça, plus ça, plus ça, plus ça. Alors j'ai appris un terme, je ne sais pas si vous le connaissez, slasheuse. Ah, non. Slash. Ouais. Ça vient du monde digital, ça Uh-huh. veut dire on fait ça, on fait ça, on fait ça. Voilà, donc... On peut rajouter la ouais. corde familiale, Voilà, mère, René, Laure est épouse, éditrice, elle est auteure, elle est illustratrice, elle est accessoirement cousine, enfin, et vous êtes Ottilia, vous êtes femme politique, vous êtes associée bénévole, etc., etc. Donc les femmes ont quand même cette faculté de passer du coq à l'âne, on va dire, les mauvaises langues, mais en tout cas d'embrasser... De faire vivre faire leurs les choses, quoi. leurs différents talents, on va dire ça comme ça. Je suis aussi militante associative depuis de nombreuses années d'ailleurs, puisque je suis également musicienne, donc j'ai d'abord fait partie de... Vous n'avez pas amené votre instrument? Non. C'est quoi? Je suis saxophoniste, Génial. normalement. Et donc, je fais partie de groupe papier il y a déjà un petit moment. Et puis, je suis secrétaire d'une association culturelle et sportive, la Montinoise, qui s'appelle le Calence Beach Club. Je salue mes camarades. Très bien. C'est vrai qu'avec la crise du Covid, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu parce que, bien évidemment, l'activité associative, elle est arrêtée. On a été très, très impliqués pendant près de 20 ans dans le carnaval. On a fabriqué des géants de carnaval, on a porté des géants de carnaval, on a fabriqué le Vaval de la ville du Lamentin pendant 2 ans. On fait plein de choses. On a fait plein de choses avant de tomber dans le Covid. Voilà, on va dire ça. On va s'arrêter sur un moment qui est un peu, ça fait quelques émissions qu'on fait, mais qui est un peu le rituel. On a un regard sur une actualité locale, nationale ou internationale. C'est la rubrique Focus. Vous allez voir ce que je vous ai réservé. Alors, dans Focus aujourd'hui, je vous propose d'aller très loin, mesdames. De l'autre côté de l'Atlantique, on est en Afrique du Sud. Est-ce que vous connaissez la reine de la pluie? Non. Alors, je vous en ai, vous connaissez un petit peu parce que je vous en ai parlé juste avant. mais Pas plus que ça. Voilà. On peut pas dire. Alors, en fait, la reine, moi, je ne connaissais absolument pas cette histoire. Donc, on raconte des histoires de femmes. Donc, des fois, elles sont très tristes. Dans d'autres émissions, ce sont des histoires tristes. Mais là, c'est une histoire qui est extraordinaire, qui est révélée par le site, on le voit, hein, qui est le site Histoire Royale. Donc, la reine de la pluie, c'est une reine qui règne depuis 200 ans, en fait. Donc, c'est une femme qui est à la tête d'une tribu bantoue en Afrique du Sud. Or, le problème aujourd'hui, c'est que, alors, en 2005, il y a eu la mort de la reine de la pluie. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la mère de celle qui aurait dû être reine, là. Ouais. Et en fait, donc, il y a une régence. Donc, il y a des gens qui ont exercé le pouvoir à la place de la trop jeune reine. Et aujourd'hui, au moment où elle est en âge de reprendre son trône, il y a un monsieur qui est son frère, qui va monter sur le trône. Donc ça fait 200 ans que cette tribu bantoue, qui est donc dans une tradition de filiation, de matrilinéarité, oui, on dit ça comme ça, eh ben, ça va changer. Et il y a un monsieur, le frère de cette reine, qui est sur le trône et ça va se régler devant les tribunaux, voilà, en Afrique du Sud. Alors, une des choses assez exceptionnelles, et moi je pense que c'est vraiment, René Laure, c'est vraiment un personnage de roman et de fiction qui me rappelle un livre de Cavana, La Reine Mère, je crois que ça s'appelait comme ça, qui était une histoire incroyable d'une femme qui avait des partenaires. Et donc, comme une abeille, quoi, la reine mère chez les abeilles, et qui se servait des hommes pour procréer, pour étendre sa descendance, et puis qu'une fois qu'elle les avait un peu passés à la casserole, oui, comme dirait ma fille. Mais donc, c'est incroyable, en fait. Alors, donc, une des choses un peu rigolotes, c'est que cette femme, une fois qu'elle monte sur le trône, elle choisit ses épouses. Elle ne se marie pas avec des hommes, elle se marie avec des femmes. Et voilà, donc cette reine de la pluie, donc parce qu'en plus, pourquoi reine de la pluie? Parce qu'elle seule a le pouvoir de faire tomber la pluie. Donc il y a des manifestations une fois à l'an, je crois, et elle convoque la pluie. En fait, elle est reconnue comme celle qui fait tomber la pluie. C'est extraordinaire, non? Elle a quand même des rapports avec des hommes. Oui, S'il y a un frère, Je là, présume, il doit oui, sortir oui, d'où oui, celui-là? je pense Assure-t-elle sa descendance? Exactement. Alors, je pense, oui, je l'ai lu. Il doit y avoir des trucs comme ça. Tout à fait, c'est non, plus mais complexe. Mais comme elle est reine, elle peut faire un petit peu ce qu'elle veut, quoi. Elle peut faire ce qu'elle veut. Alors, je vais vous lire quand même. Donc, le frère de l'héritière est désigné roi à sa place avant sa majorité. Depuis le mois de mai, le Conseil royal Balobédou, donc ou l'Ovdu, c'est comme ça qu'on appelle la tribu, a annoncé la grande nouvelle. Le nouveau souverain est un homme. Le prince Lekoukéla devient le nouveau roi de la nation L'Ovdu, alors que le trône respecte une règle de succession matrilinéaire. Le prince Lekoukéla est le frère de la princesse. Elle s'appelle donc la princesse Massalanabo Modjadji.
Voilà. Et donc, on va suivre ça hein, devant les tribunaux parce que c'est plutôt sympathique. On ne sait pas comment réagissent la population. comment réagit la population. Oui, que dit la population. Parce qu'il y a une Ben non, rupture alors, totale de tradition. dans l'article que j'ai, alors c'est l'article donc sur ce site-là, Histoire royale ou Famille royale, non, c'est pas dit. Je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on va suivre. Je pense que ça fait partie des infos. Voilà, ça fait partie des infos dont on a envie de connaître la suite. Je ne sais pas. Peut-être que ça va vous donner des idées, non, mesdames, non? Qu'est-ce que ça vous inspire d'ailleurs, cette matrilinéarité C'est pas la seule société matrilinéaire. Il y en a en Chine, il y en a au Mexique, il y en a ailleurs dans le monde. Et ma foi, pourquoi pas on se retrouve finalement avec un renversement de la situation qu'on connaît, où finalement, dans notre société qui est plus patriarcale, finalement, les femmes revendiquent leurs droits, et puis là, on se retrouve avec l'inverse, où finalement, un homme dit moi, je serais le roi de la pluie. Bon, il veut renverser les choses. Peut-être qu'on va l'appeler c'est le roi reine de la pluie, quoi. On ne sait pas s'il va garder le titre de reine de la pluie, quoi. Non, on va regarder de plus près. Il faut qu'on regarde de plus près. En tout cas, voilà, je voulais qu'on parle de cette histoire. Moi, je ne connaissais pas du tout. Voilà, donc c'est magnifique. C'est une très très belle histoire qui est vraiment inspirante et originale. Voilà, donc c'était notre voyage à travers l'espace. Donc on s'est retrouvés en Afrique du Sud. On va continuer en Martinique avec nos deux invités pour Mots de femmes. René Lorzou donc, est avec nous sur le plateau, Ottilia Ferreira, donc on parle d'édition par le livre, on parle aussi de politique. René Lorzou, vous disiez que vous aviez eu une vie d'enseignante avant d'être éditrice. Est-ce que c'était facile? Donc vous êtes une entrepreneure en fait. Ben oui. Comment vous avez franchi le pas? Comment vous êtes passée à l'acte? Alors, déjà, quand j'ai travaillé pour les éditions Hachette, c'est vrai que les 2 premières années, j'étais salariée, mais comme c'était un contrat, on va dire, saisonnier, c'était pas très rémunérateur. Donc, je me suis mise à mon compte et je suis devenue consultante. Donc, je travaillais pour eux en tant que consultante. Donc, c'était beaucoup plus intéressant financièrement pour moi. Donc, ça m'a permis, pendant, on va dire, 7-8 ans, de connaître l'entrepreneuriat, puisque j'étais je me débrouille toute seule, que je tienne ma comptabilité, etc. Voilà. Et donc, au fait, après, ça ne m'a pas particulièrement fait peur de me dire, je me lance, allez, on y va. Il faut dire aussi que dans l'imaginaire familial, il y avait un grand-oncle entrepreneur qui était parti, qui était allé ouvrir des entreprises à Tahiti, etc. Donc, il y avait quand même un imaginaire comme ça, qui faisait un peu rêver, et qui me suis dit, s'il l'a fait, on était... Vous n'aviez pas peur? Voilà, j'avais pas particulièrement peur. C'est vrai qu'on a quand même des craintes, est-ce que je saurais, est-ce que ça va marcher, mais pas plus que ça, en fait. Je rigole souvent, mais j'avais un petit peu, quand même, quelques difficultés. J'étais déjà décidée, mais en même temps, franchir le pas, j'y arrivais pas. Et ce que j'ai fait un saut en parachute. Wow. Et après, j'ai plus... Non. J'ai plus Les déterminants. Donc après, je me dis, si je suis capable de faire ça, je peux y aller, donc ça va y aller. Vraiment pour vous tester? Oui, tout à fait. Sérieux? Je sentais que j'étais bloquée, j'avais un blocage, je me suis dit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà. Entre la reine de la pluie et la mise à l'épreuve. Et alors, c'était... Non mais c'est là, moi je suis admirative. Et donc j'ai fait ça, et après, je me suis dit, allez, bon. Tout est possible. Ça fait. Donc ça fait. Donc en fait, pour tout dire, vous n'avez peur de rien. C'est ça la conclusion de l'histoire? Bon, il ne faut pas révéler. Mais bon, globalement, vous n'avez pas peur de grand-chose. Voilà, ça va. C'est incroyable, non? Vous n'avez jamais fait de saut en parachute, mais vous écrivez aussi. Oui, j'écris, mais je ne suis pas du tout sportive. Il faut quand même qu'il y ait des failles et des défaillances, et bien il y en a, on est obligé de les avouer. Pas sportive pour dessous. Donc, oui, j'écris. Vous avez écrit 6 bouquins. Absolument. Alors j'ai l'impression que vous avez tout fait. Donc vous êtes gynécologue obstétricienne, vous avez la double nationalité, vous êtes binationale, absolument, portugaise, française. Donc racontez-nous, parce qu'on le lit quand on vous googlise. Donc on lit que vous êtes arrivé du Portugal. Racontez-nous un petit peu l'histoire. C'est l'histoire de la famille, en fait, en général. Donc
On va Ah, pas on faire commence. trop long. Non. Ouais, on va essayer parce de qu'il y a faire. plusieurs chapitres. On va essayer de faire court. En fait, mon père, qui était un homme à femme, un coureur de jupons, épouse ma mère. Et à l'époque, il n'y avait pas de contraception, etc. Et quand bien même il y en aurait eu, je ne sais pas si elle aurait accédé à ça. Toujours est-il que, en 5 ans de mariage, il y a 3 enfants qui sont nés. Et à chaque fois que la grossesse s'annonçait, il lui disait, tu interromps ça. Et elle lui disait pas question. Et en fait, pour lui, c'était absolument impossible à supporter, quoi. 3 petits en 5 ans. Donc, mon petit frère avait 1 an et il a proposé, il a dit à ma mère, la France est un beau pays, je prends un petit passeport de tourisme et je pars 3 mois en France. Donc il a quitté Lisbonne, elle était très folle, dingue, amoureuse de lui, donc bien sûr elle a tout concédé. Et puis il est quasiment jamais revenu, quoi. C'est-à-dire que en fait il a abandonné femme et enfants en envoyant une lettre par-ci par-là de temps en temps. Donc elle s'est retrouvée abandonnée, seule, à Lisbonne, avec 3 enfants, et toujours folle dingue, amoureuse de ce monsieur. Sous un régime politique qui n'était pas très bienveillant. Ouais, dans le fascisme de Salazar. Salazar. Et donc, qui, justement, imposait à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit d'avoir un passeport, si ce n'est avec l'autorisation de l'époux. Donc, elle lui disait, donne-moi un passeport. Et il lui disait, t'en as pas besoin, Lisbonne est parfait pour toi. Donc, elle a décidé de passer outre. Et elle a tout organisé toute seule. Enfin, c'était un être exceptionnel, maman, quand même. Sans rien dire à personne, elle s'est dit, je tente le passage irrégulier des frontières pour aller à Paris et le rejoindre, le retrouver. Et donc, on a franchi effectivement les frontières de manière irrégulière. Pendant un été chaud, torride, c'était un peu difficile en Espagne. Bon, enfin voilà, on est arrivé à Paris. Donc voilà l'histoire de votre arrivée en France. De mon arrivée en France. Et donc, je ne possédais en arrivant à Paris que ce que l'on peut connaître d'une langue enseignée au collège. J'avais fait ma 5e, l'équivalent de ma 5e. Et donc, à partir de là, j'ai rejoint l'école française. Et puis, ce pays m'a tout donné. C'est-à-dire que je suis arrivée petite gamine, j'avais 12 ans quand je suis arrivée. J'étais irrégulière, pas de papier, pas de langue. Ma mère, elle ne connaissait pas un mot de français. Et cette démocratie que je découvrais, enfin, donc, ça explique des choses qui vont venir après. Et l'école, la méritocratie autorisée et qui permet de conduire. Ma mère était femme de ménage, donc très pauvre et toute seule à porter 3 enfants. Et elle nous a dit, je vous emmène au bac, je ne peux pas au-delà. Et on lui a dit merci pour le bac. Et donc après, vous avez fait des études de médecine oui. Et vos frères et sœurs, ils ont... Ma sœur, elle a fait des études de lettres et elle est devenue chef d'établissement. Et mon frère a fait des études de maths, etc. Et il n'a pas pu aller très loin, il s'est suicidé. Donc, désolé. En tout cas, vous défendez l'idée de la République, effectivement, qui donne la chance aussi. Ah, c'est viscéral. Ah ouais. Et vous avez écrit des ouvrages. Vous avez écrit des ouvrages sur votre maman, sur votre papa, sur les femmes, sur les grossesses tardives. Vous en avez écrit 6, vous m'avez dit tout à l'heure. Oui, absolument. Vous en avez écrit beaucoup. C'est quoi? C'est un besoin? Je voudrais qu'on parle un petit peu de ça, ce désir d'écrire, cette nécessité d'écrire. Comment ça vous est venu? Parce que vous êtes médecin, donc comment est venue cette l'écriture? Je ne sais pas. Bon, réfléchissez, on revient à vous. Je ne sais pas, mais un beau jour, c'est là. Mais c'est nécessaire, c'est une injonction, c'est un impératif? Oui? Ouais, c'est un peu pareil. Moi, j'avais pas du tout planifié de faire ça. Il s'avère que lorsque j'ai décidé que j'arrêtais d'enseigner, ce qui est revenu en premier, c'est pas le dessin, c'est pas l'écriture, c'est le dessin. Parce que je dessinais beaucoup étant plus jeune, et puis un jour, pour des raisons,
j'avais arrêté parce qu'effectivement, ma mère m'avait proposé de partir dans une école pour poursuivre des études de dessin et là, j'ai fait un blocage total, hors de question. Donc, j'ai arrêté de dessiner. Voilà, comme ça, c'était réglé. Elle a vraiment la solution. Je saute en parachute, j'arrête. Elle est incroyable. Non, et quand j'ai décidé que j'arrêtais, Ouais. le dessin m'est revenu en pleine figure, mais alors directement comme ça, La plume. sans crier gare. Non, Ouais. oui, le dessin au crayon, Ouais. puis je me suis mise à découper, et puis j'ai créé mon premier personnage, le petit Manikou, la Nikou pour les enfants. Nico, ouais. Voilà, et c'est venu, vraiment, j'avais pas, sans calculer, c'est quelque chose qui s'est imposé à moi. Alors, bien entendu, le personnage étant là, il fallait le faire vivre, qu'il dise quelque chose quand même. Et donc, étant enseignante, j'en ai fait un médiateur. C'est pas vraiment un personnage qui raconte des C'est histoires, génial. mais c'est un médiateur d'apprentissage qui permet finalement aux petits d'accéder à différentes choses, à différentes qualités, à différentes connaissances. Mais au fait, oui, et l'écriture, en effet, ça, quand j'ai encore envie d'écrire, eh bien, ça me tombe dessus la nuit, ça m'empêche de dormir. Il faut que... Aussi, hein, Voilà, tu c'est as la dit, nuit. hein. Voilà, Ouais, c'est c'est la la nuit. nuit. Il faut que je prenne mon C'est- magnétophone pour pouvoir enregistrer, pour avoir une chance de dormir, autrement je ne pas. Donc, voilà. Mais quoi, Donc, mais c'est- ça veut dire que c'est lié à des choses que vous avez vues, des choses que vous avez, qui reviennent de loin, ou des choses. Mais ça vous réveille, quoi. Ça me réveille ou ça m'empêche carrément de dormir. C'est-à-dire, je vais commencer à y penser, j'y pense pendant un jour, 2 jours, ça tourne. Et apparemment, quand c'est mûr, il faut absolument faire quelque chose, soit le coucher, soit l'enregistrer, soit quelque chose, parce que sinon, impossible. Alors, je comprends ces anciens auteurs, ces poètes maudits qui parlaient de la muse, qui étaient venus les visiter, etc. Je les comprends, parce que c'est vrai qu'elle est un peu pénible, la muse, par moment. Donc, il faut la tenir en respect pour pouvoir avoir une vie normale. Parce que sinon, c'est vrai que, bon, à certaines périodes, je me suis rendu compte que je pouvais passer des nuits comme ça, à écrire, à inventer des chansons, à écrire des chansons, etc. Et puis ça tourne. Et ben, on fatigue quand même, donc il faut Ouais. tenir Surtout la que mise en vous avez respect. un métier aussi, donc vous éditez vous-même et vous éditez d'autres personnes. Oui, alors je commence à le faire, effectivement. C'est vrai que j'ai lancé la maison d'édition, on va dire éditions de du manière, Sucrier. les éditions du Sucrier. J'ai lancé de manière, on va dire, prudente, on va dire ça comme ça. Je me suis dit, allez, je suis un peu folle, d'accord, mais je ne vais pas entraîner les autres avec moi. Donc, comme j'avais quand même un stock de choses que je pouvais publier, je me suis dit, alors, on lance comme ça, avec mes propres productions, puis au fur et à mesure, on va ouvrir, une fois qu'on aura un petit peu déblayé le terrain, vu comment ça se passe, assuré un certain nombre de choses. Et puis, j'ai commencé à faire appel à un autre illustrateur, voilà, qui fait un très, très beau travail. Et puis là, cette année, normalement, il y a eu le Covid qui est passé par là, mais cette année, normalement, on va pouvoir lancer le premier ouvrage qui est fait absolument pas par moi. Et donc, et en plus que... Et puis vous avez aussi lancé, il y a quelque temps, il y a eu de la publicité autour de cette initiative, un concours de nouvelles pour les jeunes. Tout à fait, C'est oui. fait. Un concours de nouvelles. Je souhaitais donner la parole aux ados, aux ados, jeunes adultes. Ce qui est peu fait ici. Il n'y Voilà. a pas de choses. Il y a pas. Il y a rien. Parce que justement, il y a un vide. On commence à quand même pas mal produire pour les enfants lecteurs. Pour les ados, il n'y a vraiment pas... Malheureusement, pas, Enfin, pas en tout beaucoup cas, de propositions. localement. Il y a beaucoup de choses pour les. Il me semble qu'il y a beaucoup de choses pour les petits, effectivement. Oui, pour les petits. Mais les ados, les préados, il y a quand même un il y a- creux. Avec comme source d'inspiration la société martiniquaise, enfin, Ah avec oui, des tout à fait. histoires. Oui, Ben tout à donc, fait. mais les ados, eux, ils sont un peu lâchés. Oui, en fait, il n'y a pas de C'est-à-dire production qu'il faut- pour eux. il faut- Il n'y a oui, pas il faut- vraiment, il n'y a pas de production pour eux. Alors moi, Oui. j'avais envie de savoir, d'une part, ce qu'ils ont envie de dire. Oui. Et j'ai quand même été Surprise. bien surprise parce que leurs préoccupations sont très sérieuses et parfois très, très dures. Parce que vraiment, ils ont écrit des choses qui ne sont pas forcément légères. Voilà. Et puis d'autre part, comment ils avaient envie d'écrire. Comment ils écrivent, quoi. Et combien de nouvelles vous avez Alors, on a recueillies eu 8 nouvelles, ce qui est pour une première fois, il va mal. Génial. Voilà, 8 nouvelles. Et là, la phase de qualification se termine demain. C'est-à-dire qu'ils ont déjà remis leurs nouvelles depuis la fin avril. Et donc, on a mis les nouvelles, d'une part, en ligne pour permettre au public de voter. Oui. Et dans le même temps, il y a le jury de la maison d'édition qui aussi fait son travail de sélection, qui va du coup sélectionner 6 finalistes. Et là, on va remettre les finalistes
en jeu, hein, de façon à ce qu'il y ait finalement un prix du public et un prix du jury de la maison d'édition. D'accord. Donc on est en plein dedans, quoi. On est en plein on dedans. navigue, là. Voilà. Peut-être On est en plein que dedans. vous pourrez proposer à René Laure. Mais non, mais elle n'édite que les enfants. Oui, aussi, oui. hein, parce que Ouais, c'est- je veux bien tester, est-ce mais que là- ça risque de ne pas passer. Est-ce que la politique vous laisse un peu de temps? Donc vous écrivez ces jours-ci? La politique vous laisse un peu Ouais, de j'essaie quand même parce que ça me structure, ça m'apporte beaucoup de choses, enfin, en réel. Qu'est-ce que ça vous apporte? Moi je dis, excusez-moi, quand je vais faire mes séances de signature, des fois on se retrouve avec René Laure, je dis aux enfants, notamment aux enfants, l'écriture et la lecture, le livre, l'écriture c'est la liberté absolue. Il n'y a pas d'espace, en fait moi je n'ai pas connu dans ma vie d'espace où il y ait plus de liberté que dans l'écriture. C'est un acte de création qui est extraordinaire. C'est un peu ça? C'est ça. Donc ça vous structure, ça veut dire quoi? Ça vous Ben, je sais structure? pas. À partir du moment où j'ai commencé à écrire, alors la nuit, ça me fait sourire parce que moi, je n'écris que la nuit. C'est-à-dire que je ne peux me mettre à écrire. Et même quand je me dis, ben, aujourd'hui, tu n'as pas grand-chose à faire, tu peux occuper peux, ta ouais. journée, tu peux. Eh ben, je Ben non. je pas. ne lâche Ça pas marche une pas. phrase, quoi. Il n'y a rien. C'est-à-dire que je ne peux écrire que lorsque la maison est rendue au silence. Que tout le monde est couché, et là je me mets à mon... Et je peux écrire jusqu'à... Alors du coup j'ai pris l'habitude d'être un peu décalée, c'est-à-dire que se coucher à dans une maisonnée qui se couche tard, pas avant 11h, minuit, et qu'après je prends ma petite tasse de thé toute seule, là. Je ne bois pas de thé, mais je l'appelle ma tasse. Donc je prends mon beurrage toute seule jusqu'à 2-3 heures, et après il faut aller bosser. Quand il faut. Donc il y a une espèce de quadrature là, un peu difficile à tenir, mais elle est essentielle, et on continue d'aller grignoter ces nuits à écrire sur... Moi j'écris manuscrit, Oui. Ah oui. je tape pas. Vous non plus? Non, non. Manuscrit. Non, si j'ai pris, c'est Ouais, manuscrit. moi, c'est Ou manuscrit. alors maintenant, effectivement. Vous, c'est... Ah non, moi c'est... Ah oui, non. Non, le premier jet, Moi c'est c'est pas- très, c'est moi, c'est manuscrit. très Ouais, moi, c'est automatique. Manuscrit. Ah oui, Premier d'accord. jet, oui. Ouais, donc, et donc je noircis, je bleuis. Donc voilà. Ouais, je pense que si ça prend une part aussi importante Mais dans pourquoi? mon temps de vie, Pourquoi? Parce que vous disiez, ça m'aide à me structurer. ben, je pense que ça doit me structurer. J'ai jamais fait le travail en analyse, hein, ni nulle part. Hein. Oui. Je me suis pas allongée pour parler de ça. Mais je suppose que si j'y consacre autant d'heures et si c'est aussi essentiel que je retrouve mon stylo et mon moment d'écriture, c'est que ça m'apporte quelque chose. Je suis pas barjotte complète. Oui. Donc, Mais est-ce que c'est forcément un rapport au réel d'écrire? Quand on écrit des livres pour enfants, on écrit de la fiction, c'est une façon de voir le réel. Dernièrement, on recevait Jala sur ce plateau, qui écrit aussi des ouvrages pour enfants. Moi, elle est marionnettiste, elle est ventriloque. Et elle dit, moi j'ai gardé mon âme d'enfant. Moi, elle n'écrit que des ouvrages pour enfants. Et puis vraiment, elle tient à le dire, et on le voit à travers sa présence auprès de nous, quoi. Elle a gardé son âme d'enfant. Mais est-ce que c'est une difficulté à faire face à la réalité que d'aller vers ça? C'est une façon de transfigurer, c'est une façon de comprendre, c'est quoi? peut-être comprendre, honorer aussi. Enfin, moi, j'écris beaucoup sur les femmes, pour les femmes, autour des femmes. Et elles sont dans mon quotidien, hein, et c'est pas un hasard si je suis devenue, si la spécialité que j'ai choisie, c'est elle s'occupe que d'elles. Mais c'est une manière de les honorer. Il y a toutes celles que j'ai croisées avec le regard triste, la détresse de la mort qui arrive, etc. Donc oui, elles sont là, quoi. Enfin, vraiment, je pense que j'écris femme, quoi. Alors, je pense que les garçons me lisent, hein, j'espère. Enfin, je les exclus pas, mais c'est tout plein de femmes. Et je pense que je porte là des choses. Alors, en consultation, c'est un moment génial. Hein, ça a remplacé la confesse. Hein, c'est-à-dire que les femmes posent là leur réalité. Oui. Quand on fait la gynéco que je pratique, c'est-à-dire que moi, c'est pas du 10 minutes. Hein, c'est je te vois une fois par an. Sauf si tu as besoin, sauf s'il y a une urgence. Mais là, on fait le tour, c'est-à-dire que je te regarde de haut en bas et je creuse. Et t'en es où? Et tes enfants? Et ton mec? Et machin, tata. Donc, du coup, elles déposent, elles savent qu'elles peuvent déposer là beaucoup de choses. Et donc, j'ai reçu d'elles, mais
tellement, tellement, que je trouve que ce serait presque les trahir que de pas les écrire. Donc voilà, enfin il y a plein de choses, mais c'est avant tout pour moi, hein, c'est pas... Est-ce que c'est difficile, l'édition, René Laure? Je pense qu'il y a peu de maisons d'édition en Martinique. C'est quoi les enjeux? On a l'impression que le marché, avec Librairie Antillaise notamment, fonctionne, hein, même s'il y a d'autres librairies, il y a Papillon Bleu, il y a Nos Livres, il y a Fnac, etc. etc. Mais on est limité quand on est... Est-ce que quand on est éditeur martiniquais, on est limité à la Martinique ou est-ce qu'il y a des ouvertures sur On n'est d'autres pas marchés? limité à la Martinique, heureusement. Mais c'est vrai que s'ouvrir sur l'extérieur, c'est pas si simple que ça. Parce que, bon, par exemple, si on cherche un petit éditeur, mais qu'il soit ici ou ailleurs, c'est pareil. Un petit éditeur en région PACA ou ailleurs, il aura du mal à trouver un distributeur ou diffuseur parce que les petits ne les intéressent pas. Ils veulent savoir... Les gros, ce sont des gros. Tout le monde, ça ne s'appelle pas... Voilà. Welbeck, pour parler C'est ça. des auteurs. En général, les diffuseurs... Chamoiseau ou Confiant. Dans le domaine des livres, exactement. Large. Donc, c'est pas évident. Dans ce domaine-là, on va dire, on ne prête qu'aux riches. Les distributeurs, ils sont souvent des émanations des mastodontes de l'édition. Et donc, c'est les gros qui les intéressent parce qu'ils veulent savoir, mais ils voient votre catalogue, mais ça va rien me rapporter, ça va rien rapporter à mes actionnaires. Donc non, tant qu'on n'a pas atteint une certaine surface, certains chiffres d'affaires, on ne les intéresse pas. Donc, c'est de ce fait, effectivement, un peu compliqué de percer, ne serait-ce que le marché hexagonal. Il faut vraiment faire de la diffusion, l'autodiffusion de façon... Je trouve que c'est vachement courageux de faire ce métier. Je trouve que c'est d'un courage extraordinaire à l'heure des mastodontes, là, de la distribution, parce que le livre est devenu un produit comme ça, commercial. C'est Amazon qui distribue maintenant. Amazon distribue, mais même l'édition avec tous les regroupements. Enfin, je veux dire, Niels, machin, tout ça, ils se sont mis ensemble, ça te fait des trucs énormes. Et c'est scandaleux parce que c'est la mort des petits éditeurs. Et alors, même les soutiens que les régions apportent à l'édition, ils soutiennent les maisons qui ont pignon sur rue, mais l'auto-édition est exclue, tout à fait. exclue, les petites maisons. Enfin, c'est Ici, terrible. on a des aides. Là, c'était une aide. En théorie, on fait un subrepticement vers la politique. Normalement, oui. Il y a en principe, le service culture a prévu des aides Vous en avez soutien à bénéficié, l'édition. Pas encore. J'ai déposé un dossier. Ça n'a pas encore abouti, mais j'ai déposé un dossier. Donc c'est possible, effectivement. Mais ils vont effectivement soutenir les entreprises dûment répertoriées. Ils ne vont pas soutenir un individu. Ce sont des fonds publics. C'est logique. Voilà, mais c'est ça, voilà. C'est quoi? C'est le CNL qui n'aide pas l'auto-édition? Oui, tout à fait. Le CNL n'aime pas, en France, n'aide pas. Ils soutiennent les éditeurs et pas les auto-édités. Alors, l'auto-édition a bien entendu des avantages et des inconvénients. L'auto-édition, c'est vrai, ça a permis, notamment chez nous, où on n'arrive pas, vu nos problématiques, l'orientation de nos écrits, etc., ce qu'on a envie de défendre, ça n'intéresse pas forcément les éditeurs nationaux. Donc, mais il y a des niches encore, là, j'ai envie de dire. Il y a des niches. Il y a une niche martinique, enfin, il y a un public martiniquais ou antillais-guyanais. Oui, mais ça, bon, il faut quand même y aller ou avoir une porte qui s'ouvre, quelqu'un qui peut nous ouvrir la porte. Donc, l'auto-édition permet à nos auteurs ici de dire ce qu'ils ont à dire. Oui. Le gros inconvénient que ça présente, c'est qu'au fait, et c'est pas, encore une fois, c'est pas spécifique à la Martinique. L'auto-édition, elle s'est répandue, si on prend la France, c'est répandue comme une traînée de poudre. Mais qui gagne dans l'auto-édition? C'est pas l'auteur. Ce sont les prestataires de services, les imprimeurs. Ils se font un fric fou sur l'auto-édition. L'auteur, il se retrouve, il est content, il a fait son ouvrage, mais il se retrouve avec des piles d'ouvrages qu'il ne va pas vendre, souvent. Il n'y a pas la distribution. Oui, parce qu'au fait, fondamentalement... Parce que chaque fois, il lâche, fondamentalement, le travail de l'auteur, c'est d'écrire. C'est ça, son travail. C'est pas d'aller courir les librairies, c'est pas d'aller... voilà. Et parfois, les auteurs disent « Ouais, mais l'éditeur a fait de l'argent sur mon dos ». C'est une vraie méconnaissance du métier. Parce qu'en fait... L'éditeur ne fait pas l'argent sur le dos. Parce qu'en fait, c'est lui qui prend le risque financier. Il travaille de façon traditionnelle. C'est vrai que maintenant, il y a des éditeurs qui demandent à l'auteur de payer une partie de la publication de son bouquin. Encore une fois, ce n'est pas le travail de l'auteur de payer.
c'est pas. Oui, c'est- ça se fait de c'est plus en pas- plus, ouais. Ça se fait de plus en plus, mais c'est Ouais. pas à lui de faire ça. Non, non. C'est à l'éditeur de le faire, à charge pour l'éditeur de dire ce projet, je n'y crois pas, je le sens pas, je me convient pas, il n'entre pas dans ma ligne éditoriale, je le prends pas. Mais au fait, on est arrivé avec ces mastodontes qui ont qui prennent des projets, qui publient, pour faire du chiffre et puis pour pouvoir servir des actionnaires, en fait. Hein. Ouais. C'est ça, cette grosse machine économique que c'est devenu. Le livre est devenu un objet jetable. Et au fait, ça crée une espèce de machine qui s'est emballée et personne ne s'y retrouve. Alors les gros vont s'y retrouver puisque quand vous publiez, je sais pas, moi je suis bien placée parce que j'ai travaillé pendant 10 ans pour une grosse boîte. Si vous publiez un bouquin à 5 000 exemplaires, pour eux c'est rien. Oui. Ils peuvent écraser. Ils peuvent écraser, ils peuvent arroser, même si le livre n'est pas casse pas trois pattes à un canard, hein, mais avec une bonne promo derrière, bon, on y va. Hein. Le petit éditeur ne peut pas faire ça. Oui. Donc, c'est vrai que c'est pas simple. Oui. Maintenant, moi, je dis que sur un marché comme le nôtre, où on n'est pas nombreux, où éditrice jeunesse, je suis la seule, pour l'instant, on peut, si on s'attache à faire de la qualité et à donner une identité forte à sa maison, on peut arriver à faire des choses. Oui. Voilà. Juste C'est pas en la fait, peine de chercher à faire comme les gros. c'est Oui, pas la oui, peine. oui, il faut se. Mais juste, en fait, je rebondis parce que les petits n'ont pas forcément les moyens, mais pour vendre aujourd'hui, que ça soit du livre ou que ça soit autre chose, il faut de la promotion. Tout à fait. Et c'est vrai que les gens ont du mal à comprendre ça. Ils ont du mal à Vous faites, comprendre ça. vous faites un ouvrage, il faut aussi pouvoir faire de la promo, non seulement aller sur les plateaux en parler, mais aussi peut-être faire de la pub, Tout ou à fait. faire des supports digitaux, etc. Ça a un coût. Est-ce que, alors, donc la transition est plus ou moins évidente. Je vais quand même donner la parole à Ottilia. Alors moi, je sais que vous êtes candidate là pour la CTM cette année, 2021, mais vous êtes conseillère régionale. Oui, je suis conseillère Mais régionale. de l'autre côté de l'Atlantique, mais comment se fait-il? Comment est-ce possible? C'est quoi? Parce que vous aurez compris, Vous Barbara, êtes que je en voyage. Charente-Maritime, donc Charente-Maritime-Martinique, c'est quoi le lien? Comment alors? Donc aujourd'hui, vous êtes conseillère régionale. Oui. Et vous avez été, alors, pour compléter, vous avez été candidate aussi aux législatives 2017, MoDem, investi La République En Marche, bon, ça n'a pas fonctionné, mais là, vous avez un mandat en cours. Absolument. Et vous êtes en charge non pas des livres, mais des lycées. Et alors, je suis les deux. J'ai pris alors, deux commissions. Alors, allez-y, dites-nous. J'ai pris deux commissions. Oui, je suis conseillère régionale sortante. Donc, pour l'instant, je suis encore sur mon mandat de conseillère régionale de la Nouvelle-Aquitaine. J'ai choisi de siéger dans deux commissions, la commission éducation-lycée, effectivement, et aussi la besace, qui intéresse personne, culture, sport, égalité, hommes-femmes, santé, handicap. Elle est multicolore, ma commission, là, il y a plein de choses. Ça les intéresse pas trop, hein. Eux, ils veulent les finances, le DEVECO et l'aménagement du territoire. Et moi, j'aime beaucoup cet espace-là. Et donc ouais, voilà. Et alors, vous arrivez au terme de votre... Comment alors, donc, vous avez décidé, donc, vous ne serez plus forcément... Enfin, vous avez renoncé à votre... Je vais vous dire la vérité. À vous représenter, en fait, parce que vous auriez pu vous représenter, j'imagine que vous avez été sollicité, et vous préférez être donc sur la liste Renaissance ici. Je vais vous dire toute la vérité. Je vous en prie. C'est-à-dire que je suis donc conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine dans le groupe MoDem de la région. Et j'habite, enfin j'ai ma résidence toujours là-bas, à La Rochelle, en Charente-Maritime. Et Geneviève Darrieussecq, l'actuelle ministre des Armées, secrétaire d'État, qui porte la liste pour la Nouvelle-Aquitaine, elle a fait une maison commune, ce que je trouve génial. Je lui ai dit, Geneviève, il faut que tu fasses un arc-en-ciel. Et elle a fait cet arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'il y a du MoDem, de la REM, Agir, Terre de Progrès, UDI et Valoisien. Donc c'est quand même assez large, quoi, tout le centre, quoi. Enfin, elle capte large. Elle va chercher les anciens du PS avec Terre de Progrès, de Le Drian, enfin bon, voilà. Et elle m'a proposé d'être la tête de liste pour la Charente-Maritime. Et donc? Sur 12 départements, elle me proposait. Et je lui ai dit que non. Que vous je partais venir en à la CTM. Martinique. Que je partais en Martinique. D'accord. Et pourquoi la Martinique, en fait? Ah, mais voilà, c'est... On veut dire qu'on peut- D'où elle vient, celle-là? S'il vous plaît. Oui, pourquoi la Martinique, alors?
Ben, la Martinique, c'est une histoire de cœur. Hein. Des histoires de femmes. Ouais, C'est des ouais. histoires de femmes. C'est-à-dire que mon compagnon est martiniquais. Et donc, nous avons 2 enfants. Donc, j'ai choisi. Mes enfants ont hérité, ont du sang d'esclave, quoi, qui circule en eux, quoi. Donc, pas directement moi, mais mes enfants. Donc, l'histoire de la Martinique, oui, forcément, elle m'intéresse. Mais au-delà de l'amour que j'ai pour cet homme, parce que s'il était, je sais pas, de Laponie, peut-être que je serais pas fou, folle dingue de la Laponie. Je suis tombée mais raide, amoureuse des Antilles dans les années 90. Donc j'étais fin 80-90, j'étais installée, je vivais bien ma vie et je m'accordais des petits voyages. Et alors les Antilles, la Caraïbes, mais ça a été, je suis venue 3 fois en Martinique, 2 fois à Marie-Galante, 2 fois beau, aux Marie-Galante, Saintes. hein. Ah ouais, j'adore, Marie-Galante. 2 séjours aux Saintes. Enfin, je pouvais plus me détacher d'ici, quoi. Et puis il y a lui. Ah bah attends. Donc lui, je l'ai rencontré à Paris, donc c'est pas lors d'un de mes voyages. Et voilà, et nous sommes en 2006, les enfants étaient petits, et donc, bon, on ne va pas donner à nos enfants. Moi, je suis née sur les rives du Tage, à Lisbonne. J'ai couru dans les champs de blé et de coquelicots, et lui, il est né à Fort-de-France. Et je lui dis, mais on ne va pas donner à nos enfants la grisaille de l'Île-de-France, quoi, parce qu'on était installés à Paris. Et il m'a dit ouais. Donc on cherche. Alors on cherche. Je lui ai dit la Martinique. Il me dit jamais. Il avait fait déjà une tentative. Comme beaucoup comme beaucoup malheureusement de Martiniquais. Et il avait fait une tentative de retour d'installation en Martinique qui avait été un fiasco parce que des trahisons par ses amis, machin, etc. Donc lui, il m'avait dit ficelé, terminé, pas la Martinique. Et moi, j'avais la Martinique là. Donc on a creusé d'autres projets. Au Cap-Vert, en République dominicaine, mais ça c'était pas possible avec la corruption qui y règne, tu peux pas. Donc et puis les enfants, nos petits, ne connaissaient pas la Martinique encore, donc j'ai proposé qu'on organise un voyage familial pour que les enfants découvrent l'île de leur papa et de leurs ancêtres. Et à l'occasion d'un voyage, comme le monde est plein de merveilleux, comme ça, il s'impose et ça déclenche tout, comme la résolution est là. C'est-à-dire une promenade sur la Caravelle, mais pas par le bas, pas par Tartane, par le haut. Et 2-3 heures de l'après-midi, le soleil qui irise là merveilleusement les îlets du Robert. Et je dis arrête la voiture arrête la voiture. On est descendu pour se prendre cette magnifique chose. Et je me colle à lui et je lui dis mais On sera bien. non, on court le monde à chercher et c'est là. Et il me dit ouais. Moi j'aime bien il y a des petits milans sentimentaux, romantiques, on parle de politique, mais j'aime bien Antillac. Et donc la magie était, voilà, ça avait pris, il avait redécouvert, enfin il avait reposé des yeux sur son île, quoi. Oui. C'est tout, j'y suis pour rien, je veux juste oui. dire, regarde. Quoi. Et du coup ça vous a Et enraciné. du coup, on est revenu en 2006, il a accepté on a revenir. tout déménagé, on avait un cabinet libéral qui tournait plein pot, pleine charge, l'hosto, on a tout balancé. Nos copains nous disaient, vous êtes fous. Vous Mais liquidez. c'est un peu René Lan avec son parachute. Voilà, Vous c'est êtes exactement, fous c'est ça. quand tout va bien. Enfin, tout va bien. Vous avez la vie dont tout le monde rêve, quoi. Oui. Belle réussite, machin et tout. Et on disait, la possibilité de réussir dans le voyage et dans la migration, c'est lorsqu'on choisit de partir alors que tout va bien. bien, oui, et pas tout à pour fait. régler des choses. Oui, On oui. n'y va pas pour trouver des solutions. On y va parce qu'on veut continuer le bonheur ailleurs. Et donc on est venu et on était installés à Trinité. Et c'était des années de bonheur pour les enfants, pour tout le monde. Donc voilà, donc j'ai pris ce premier enracinement et à ce moment-là, j'ai pris attache avec la Martinique professionnellement. Donc j'ai repris mon boulot, ce que je sais faire, les femmes. Et donc j'ai pu découvrir les femmes martiniquaises et c'est d'une richesse extraordinaire, quoi. Donc, et je dis, quand les gens me disent, mais j'adore les femmes martiniquaises, quoi. J'ai pas ça, enfin, j'ai tout partout des contacts femmes. Oui, mais il y a une réalité peut-être en tant que
vous êtes sur cette liste de Max Orville. Il y a une réalité qui est particulière, que vous appréciez ou pas? Cette réalité par rapport à ce que vous avez l'image de votre mère, ce que vous avez connu en France, quand vous parlez de la femme martiniquaise. Il y a probablement une force, il y a une réalité. Mais il y a une force. Alors, c'est difficile à résumer, en faire aussi ramasser, mais alors, j'ai surtout énormément travaillé. J'ai été un peu partout, j'ai ouvert des consultations, j'ai réouvert une consultation parce que j'ai rejoint la PMI à ce moment-là, j'étais médecin de PMI. Et j'ai ouvert une consultation de gynéco à Basse-Pointe, il n'y en avait pas à ce moment-là, elle fonctionne, maintenant c'est devenu le centre périnatalité, mais c'est moi qui ai ouvert cette consulte là-haut. Et j'en ai ouvert une à Rivière-Pilote. Et moi je cavalais sur les routes, j'adorais ça. Donc j'ai rencontré... Et puis je consultais aussi à Fort-de-France, donc j'ai tout genre, tout milieu socio-économique, culturel, etc., un brassage absolu. Mais essentiellement, j'ai imprégné, j'ai navigué dans le bonheur que m'ont donné les femmes du Nord Atlantique. Enfin, il y a une âme particulière là. Enfin, moi, je les distingue. Hein. Enfin, j'arrive à faire le distinguo entre les femmes. Donc, voilà. Mais en fait, ce sont toutes sur tout le territoire, des forces extraordinaires qui ont peu la possibilité de l'exprimer, mais quand vous grattez, quand vous donnez, d'aller chercher, elles livrent tout, elles sont d'une richesse, elles sont d'une densité, elles sont d'un... Donc, voilà, et tout ça est un peu enquisté, un peu enfermé, très discret, et elles avancent comme ça, petit à petit, lentement. Et aussi comédienne. Non, mais elle chemine, mais c'est une merveille, quoi. Donc voilà. Et alors, votre engagement politique ici, en préparant l'émission, je pensais à cette phrase qu'on attribue à Glissant, mais pas que, c'est pense avec le monde, agis en ton lieu. Vous êtes un peu ça, vous savez que vous vous enracinez quelque part, vous auriez pu être ailleurs d'ailleurs, hein. Vous avez été au Portugal, vous êtes à Paris, vous auriez pu aller au Cap-Vert. Mais vous voulez agir, vous voulez être dans cet engagement politique est premier chez vous aussi, non? Oui, alors la société, hein, enfin je veux dire professionnellement, je m'y suis engagée, quoi, parce que je suis repartie et puis je suis revenue. Et en revenant, j'ai eu comme responsabilité, j'étais médecin responsable du service départemental de la PMI. Donc, je veux dire, j'ai rencontré dans le cadre de ce métier de médecin de PMI, alors articulation avec tout. Les postes de santé et la situation des femmes, effectivement, à la fois la contraception, la maternité, etc., etc. Donc j'ai agi professionnellement là où je pouvais. Il se trouve que je trouve, alors partout, mais ici très particulièrement, les femmes ont beaucoup de mal à prendre leur juste place dans la société martiniquaise. J'ai dit tout à l'heure, elles avancent comme elles peuvent, enfin, elles dodelinent, mais en politique, c'est encore plus vrai. Et je suis très attristée du peu de place que les politiques hommes martiniquais allouent et accordent aux femmes. La représentation, oui. La parité, parce que c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est aussi votre avis. Mais rarement et très difficilement le premier rôle. Et si je te mets en avant, c'est pour que tu me portes un peu. Donc, et je trouve qu'il y a tout à prendre là. Voilà. Et donc, je me suis dit que sur la liste de Max, je pouvais booster une parole de femme construite pour poser ça. Et René, on est venu vous voir ou pas pour les élections? Non. On ne vous a pas proposé de venir sur une liste? Non. Mais vous n'avez jamais eu envie de vous... Ah, ce sont des choses qui, parfois ça me passe par la tête, ça c'est vrai, mais honnêtement, sincèrement, là, j'aurais pas le temps, ça c'est clair. Pour commencer. Mais c'est un engagement. C'est clair, c'est un vrai engagement, ça prend beaucoup de temps. Puis je me dis que, au fait, il y en a qui le font très bien et je suis tout à fait prête à effectivement soutenir les femmes qui se lancent parce que c'est très courageux, parce qu'en fait, la femme qui se lance en politique, elle n'est pas déchargée de toutes ses autres tâches. Si son compagnon lui dit ok, vas-y chérie, il ne va pas forcément lui faciliter la tâche pour autant non plus. Il y en a oui, mais d'autres pas forcément. Donc c'est vraiment pour le coup très courageux de se lancer, d'autant qu'il faut prendre des coups en politique et que
Et moi, je pense que ce qui peut m'arrêter éventuellement, si l'envie me prenait, ce serait cette notion de prendre des cours, puis surtout d'avoir à en donner, quoi. On n'est pas obligé d'en donner. Alors, voilà. Mais comment on prend les coups Quel coup on prend? Parce qu'on est diffamé, oui. ou bien il faut répondre, Ça peut être très violent, ne serait-ce que verbalement. On va chercher à vous casser sur ce que vous êtes, parfois. Donc, il faut être prêt à encaisser ça. Mais il pourrait en être autrement, non? Il pourrait, bien sûr, en être autrement. Et il est très dommage, moi je trouve absolument très dommage et lamentable qu'on en soit encore là. Mais ceci dit, ces coups qui sont donnés, ils sont aussi donnés aux hommes. Oui. Le monde politique est C'est le monde violent. politique qui est comme ça, qui a cette violence. On a l'impression qu'il y a une forme de fatalité. Ça pourrait être autrement, ça pourrait être différent. Regardez, Oui. là, on aurait pu se dire des bêtises. Ouais, pourquoi elle a des lunettes comme ça ne me revient pas. Donc, mais on se parle avec bien sûr, courtoisie. bien Mais sûr. pourquoi est-ce que on a l'impression que c'est une fatalité? Il faut être quoi, mal élevé, il faut être agressif. Malheureusement, je ne sais pas, c'est une perversion de la démocratie, je ne sais pas quoi. Non, C'est une très mauvaise compréhension, très mauvaise application de la démocratie. Je me dis, si on va devant le peuple pour une élection, on a gagné, très bien. On a perdu. Bon, Voilà, c'est on la peut y rendez-vous la démocratie. prochaine fois. Donc pourquoi vouloir écraser l'autre Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème avec la démocratie, d'ailleurs? Est-ce qu'il y a pas un C'est problème de possible, culture démocratique? J'allais, tout à fait pardon, possible. mais j'allais vous corriger, c'est-à-dire que c'est tout sauf de la démocratie. Oui, tout c'est à fait. justement l'exercice C'est ça. de l'absence de C'est une démocratie perversion. qui fait que... Il y a du boulot, quand même, là. Ah, il y a énormément. Oui, il y a du boulot. travail. En venant, j'écoutais cette émission du Club Presse. Le Club Presse réagit à ce qui s'est passé ce week-end pour le 22 mai. Parce que Pour le 22 mai, oui. les journalistes ont été agressés, Oui. on leur a cassé leur matériel, etc. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est inacceptable. C'est mais condamnable. Et voilà. il faut le condamner. Moi, je l'ai Mais- fait, d'ailleurs. C'est exactement pour moi pareil. Pourquoi, parce que je veux dire quelque chose, pourquoi je dois agresser l'autre, l'empêcher de parler? Est-ce que ou c'est pas, l'empêcher de c'est une faillite, Ça ça? va pas. C'est une On- faillite c'est de une la faillite. de la C'est une démocratie. faillite. de C'est la- une faillite. non seulement de la Et- démocratie, et de du la débat. pensée. Et- Et de la c'est une faillite. pensée C'est tout à fait. aussi. De la pensée. Et du débat. Donc, Et c'est- du débat, oui. C'est du même ordre. Si Oui. Pour moi, si on en arrive à faire ça, c'est qu'on est à court d'arguments. Exactement. On n'a pas compris ce qu'on est venu faire là, et on n'est pas capable de débattre. Parce que si on est capable de débattre, eh bien, on n'est pas obligé d'être d'accord. D'accord. Oui. C'est pour ça c'est pour ça qu'il est fait le débat démocratique. Oui. Hein. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on va faire un pas l'un vers l'autre pour arriver à trouver un consensus dans l'intérêt commun. Et la démocratie permet à tout le monde de. Tout à ça- fait. parce que les gens qui vont dans ces excès oublient qu'ils auraient pu être, par exemple, sous Salazar, par exemple. Bien Salazar, C'est ça. tu fais le con, on te prend par Oui. la peau du cou et puis on te met en tôle et puis c'était réglé. Hein. C'est Non. ça, là. C'était Parce ça. que le contraire C'est de ça. la démocratie, ça peut être la dictature. C'est accessoirement. C'est ça. c'est ça. C'est Voilà. ça. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, pardon, mais je pense que ça vient de là. Moi, j'ai une exigence de démocratie, mais qui est sans faille. Mais ça vient de là. Oui, ça vient de là. Forcément. En Nouvelle-Aquitaine, là où je quitte, j'étais pas dans le groupe de l'exécutif, hein, j'étais dans l'opposition. Et j'ai toujours travaillé en bonne intelligence avec eux, c'est-à-dire que quand il y avait des délibérations sensées qui rendaient service à la population, ben, on les votait, on les accompagnait et on les saluait. Donc mes prises de parole n'étaient pas faites de manière arc-boutée, puisque je suis dans l'opposition, je te canarde et je te fragilise, mais ça rend service. Souvent, enfin quand je trouvais qu'on pouvait améliorer le texte, je leur disais, je vous encourage, je vous demande, Monsieur le Président, enfin je veux dire, on a les formes, on peut tout à fait faire ça. Mais je me suis récupéré, sans le vouloir, un rôle, une position sur laquelle Alain Rousset m'a plusieurs fois remercié. C'est-à-dire qu'il y a un groupe du Rassemblement national qui est très puissant à la région. Ils sont plus de 30 sur un hémicycle de 183. Donc c'est énorme et ils sont vraiment très puissants et ils sont d'une violence, mais c'est les extrêmes du RN qu'on a là. Et donc, régulièrement, ils attaquent tout. Par exemple, je me souviens d'une motion qui est venue en débat, qui était qu'ils avaient présentée, qui était, ils voulaient que la région se déclare région opposée à l'arrivée des migrants, au moment où on trouvait, etc.
Et donc, ça a été. Et à chaque fois, je leur ai volé dans les plumes. Donc, je demandais en concertation à Alain Rousset, président, quand on se croisait dans les couloirs, je pourrais avoir la parole tout à l'heure pour. Et donc, je canardais, mais je canardais avec d'autant plus de naturel et d'aisance que c'est pas possible pour moi. Je veux dire, j'ai cette exigence de démocratie. De démocratie. Ouais. Alors, mesdames, le temps passe, il nous Ouais, reste oui. à peine 5 minutes. J'ai une question avant le mot de la forme. Quel est l'homme, donc vous allez, s'il vous plaît, y répondre de façon concise, quel est l'homme qui vous a le plus influencé ou marqué, René Laure? Oh, je dirais Nelson Mandela sans trop réfléchir. C'est vrai? Oui, parce qu'il a eu une telle résilience au cours de sa vie et sans avoir jamais lâché, au fait, finalement. Sur ses principes et- Sur ses principes, il est resté sur ses principes. Et c'est même si au début, on a pu l'accuser de terrorisme et on l'a emprisonné pour cela, il a su rester, garder sa Fidèle à- fidèle à ses idées. à ses idées jusqu'à devenir ce qu'il est devenu à la fin de sa vie. Donc, moi, c'est vraiment un parcours de vie que je trouve absolument Il est admirable. emprisonné 27 ans. Ah oui, 27 ans. Et il a gardé son âme et son combat et il est arrivé à le mener là où il pouvait, donc jusqu'à pouvoir le déposer entre les mains d'autres. Moi, je trouve ça admirable comme parcours de vie, vraiment. Ouais, et puis d'être allé chercher la concorde. Ah oui, tout Ouais. à fait, d'aller Je veux dire, chercher la c'est réconciliation. la réconciliation Ah oui, pour mais pouvoir c'est ça. avancer, Ah oui, faire pouvoir avancer le avancer, pays, c'est sortir de. extraordinaire, c'est Donc, extraordinaire. Et Otilia, vous? ben moi, c'est Simone Veil. On parlait- C'est pas un homme. on parlait Oui. d'un homme, on parlait de- bon, mais bon. Ouais. Bon, allez. Oui. Ok. Alors, je peux prendre des auteurs. Je peux parler de Kundera. Ah oui, je peux, la voilà. Kundera. La Kundera est hyper puissant dans ma vie. Bon, ce sera l'objet d'une autre émission. Ok. Petit jingle avant le mot de la forme. On n'a pas beaucoup parlé de la CTM. Hein. Ben non. Mais c'est très bien. mais on a fait que ça. Ouais. Mais on a fait que ça. On a fait que ça. La politique, c'est Eh ça. ouais, On a fait que ça. Ouais, Exactement. tu parles de la Donc société. le mot de la forme, ce serait quoi pour vous, le mot de la fin, Otilia? Par rapport à quoi? Par rapport à, non, on a À une minute, CTM, non, par ou, rapport à ce que vous voudriez dire bah, pour terminer cette émission. Ben, d'abord, merci, parce que elle a passé comme 5 minutes Ouais, ça fait à toute une heure vitesse. quasiment qu'on est On a envie de prolonger. Mais oui. Donc, merci pour ce moment. J'espère que vous vous ferez plein d'autres émissions comme celle-ci Oui, je vous derrière promets, Barbara. Otilia, et puis on va, voilà, Et et puis on va vous et inviter à voilà. nouveau. Ah ben je veux Avec bien, d'autres- avec hein, beaucoup de voilà, avec plaisir. d'autres Mais, femmes, donc voilà. merci pour René Laure. ouais, pour le cadeau, quoi. C'était formidable. Et donc merci pour les femmes, quoi, surtout. Merci beaucoup, Otilia. René Laure, le mot de la forme. Bah oui, moi je trouve ce concept très intéressant. Ça permet de faire des rencontres. C'est C'est des gens des avec des réunions non- vécus. c'est des réunions non mixtes. Et voilà. On assume. Ouais, mais on a le droit, on ouais, peut, on a voilà. le droit, c'est pas Voilà. grave. Je pense qu'il y aura des réunions mixtes aussi, donc c'est pas Oui, un pas, problème. non, moi Voilà. c'est forme. Toi, c'est comme ça, bon, voilà. Moi, c'est forme. Pas de souci, non, je trouve le format très intéressant. En tout cas, non, sur Zitata, il y a d'autres émissions avec des hommes et des femmes, bien sûr. Mais bon, c'est un concept. Oui, Et oui, voilà. tout à fait. Donc, c'est très bien. Moi, je trouve ça très bien. On apprend des choses, on découvre des gens, d'autres réalités. On fait des rencontres sympathiques. Non. Puis on parle de la vie telle qu'elle est. C'est vraiment bien. Avec toutes ces facettes, c'est bien. C'est très En tout cas, intéressant. merci d'être venus, mesdames. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, René Lorenzou, les éditions du Sucrier continuent avec plein de Oui. projets. Et Otilia Ferreira, donc désormais, c'est la Martinique et les élections à la CTM. Rendez-vous Absolument. en juin et après. Merci de nous avoir suivis sur le plateau de Forme. On se retrouve avec d'autres femmes tout aussi inspirantes dans cette émission et sur Zitata. À bientôt. Femme. 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 Femme.